Merci pour l'invitation. Alors, je vais vous parler de choses qui sont très reliées évidemment à ce que Bernard vous a dit. Il y aura des recouvrements. Donc, je vais, dans un premier temps, je vais essayer de faire deux choses, mais peut-être je n'arriverai pas jusqu'au bout, on va voir. Donc, je vais parler de la classe KPZ, de l'universality class KPZ. Donc, je vais parler en français, mais je vais écrire en anglais. Donc, c'est un mélange. Donc, je vais parler de la classe universalité KPZ en dimension 1. Et surtout des applications, enfin de l'aspect polymère dirigé. Alors dans la classe KPZ, vous savez qu'il y a un champ de hauteur qu'on peut toujours définir dans tous les modèles qui sont dans cette classe, et les fluctuations de ce champ de hauteur se scalent en dimension 1 avec le temps à la puissance 1 tiers et l'espace à la puissance 1 demi. Et dans le contexte du polymère dirigé, on a soit une fonction de partition, comme on a vu tout à l'heure, soit l'énergie du fondamental, qui se scale avec un exposant θ en fonction du temps, et donc avec le même exposant θ égale 1 tiers. Je l'appelle θ parce que plus tard, on verra d'autres valeurs possibles dans d'autres classes d'universalité. Et la rugosité de la ligne, ou les fluctuations transverses, qui sont avec un exposant de zeta, donc de 2 tiers. Alors, je vais insister un petit peu sur le rôle des conditions initiales. Je vais essayer de traiter deux conditions initiales. Je ne sais pas à nouveau si je vais y arriver. Mais l'aspect récent de KPZ, ces exposants sont connus depuis très longtemps. Enfin, ils sont connus depuis les papiers de Fisher, Hughes et Hanley, et Carda, etc., donc dans les années 85 à peu près. Mais récemment, c'est les probabilités de distribution qui ont intéressé les gens, et en particulier, on peut écrire la probabilité à un point, on peut écrire le champ KPZ en un point donné, en fonction du temps. Donc, c'est un phénomène de croissance, donc en général, il y a une partie linéaire avec le temps, qu'on va écrire V infini fois t, plus une partie fluctuante, qui est celle qui va nous intéresser, et donc elle se scale comme t puissance 1 tiers, fois une variable aléatoire que je vais appeler h tilde, qui est donc, si vous voulez, c'est la hauteur du champ en un point, du champ de hauteur, rescalée et centrée. Alors cette constante, en général, elle est non universelle, elle dépend fortement du modèle, etc. La constante gamma est aussi non universelle, mais elle peut être calculée pour un certain nombre de modèles, dont l'équation KPZ, par exemple, comme je vais vous montrer. Alors, le fait que la propriété très importante qui a été trouvée ces dernières années, enfin depuis un certain temps maintenant, mais qui est importante, c'est que la distribution de probabilité du champ en un point dépend en fait de la condition initiale, pas des détails de la condition initiale, mais de l'aspect général de la condition initiale. Alors on va, par exemple, séparer les conditions initiales de type droplet, et je les définirai un peu plus tard, les conditions initiales plates. Et dans les deux cas, on a une convergence de la loi de probabilité, donc de ce h, je peux mettre h indice t, mais on va s'intéresser à t, le temps tendant vers l'infini. La probabilité que h tilde t soit plus petit que s converge, quand t tend vers l'infini, vers la distribution de Tracy-Widom du GUE. Alors, ça veut dire, donc ça je pense que Bernard vous en a déjà parlé, donc c'est la distribution de la plus grande valeur propre de ensemble de gaussiens de matrice hermitienne, Gaussian Unitary Ensemble. Et pour, donc ça c'est pour droplet, et pour la condition initiale plate, c'est la même chose, mais vers une autre distribution universelle qui correspond à un autre ensemble de matrices, qui est les matrices, cette fois-ci, symétriques, donc le tracéoïdome GOI. OK, alors ces résultats ont été obtenus d'abord dans les années 2000 sur des modèles discrets, par un certain nombre de gens. Donc, vous avez sans doute entendu déjà parler ici. Donc, par exemple, le Polynuclear Growth Model, un modèle discret de croissance, le modèle de TACEP. Alors, en particulier donc, par Spawn et collaborateurs, aussi par Bike-Rains. Et donc, ça, c'est à peu près dans les années 2000. TACEP est le polymère dirigé sur le réseau carré donc, de Johansson. Et plus récemment, donc, dans les années à peu près 2010,
il y a donc eu des solutions pour l'équation directement dans le continu. Enfin, pour le problème continu. Donc pour le problème continu, c'est-à-dire pour l'équation KPZ elle-même, pour le polymère dirigé continu, qui est donc équivalent par la transformation de Kolop. Donc on a fait ça avec Calabrese et Alberto Rosso. Et donc je vais donner les numéros des archives parce que le séminaire est basé sur ça. Donc ça, c'est les papiers, ça c'est la solution pour le droplet. Et celui-là, c'est pour le flat initial condition. Mais les méthodes qu'on a utilisées, donc, que je vais expliquer, donc il y a un papier aussi, il y avait aussi des papiers de Dodsenko. Ces méthodes sont des méthodes donc, qui utilisent des répliques, comme vous a expliqué Bernard, et l'Ansatz de Bethe. Donc elles sont appelées en général réplica Bethe-Ansatz méthode. Elles ont été en fait commencées par Cardar en 87, c'est lui qui a vraiment lancé cette méthode. Et elles ont été développées depuis. Alors elles ne sont pas rigoureuses, c'est des méthodes pour physiciens, mais elles donnent quand même le bon résultat. Et en particulier, donc, dans le cas de la condition initiale droplet, il y a eu des travaux après, en même temps, par Sasamoto et Spohn, et aussi par Amir, Corwin et Castel, qui sont des mathématiciens, et qui ont en fait, ils sont partis des modèles discrets où on peut écrire des choses rigoureuses, et ils ont pris une limite continue du ASEP, du Asymmetric Exclusion Process, dans la limite où les taux de saut à droite et à gauche sont proches. Et donc, ont rendu rigoureux les résultats. Voilà, donc ça c'est la première partie de ce que je voudrais dire. Et la deuxième partie de ce que je voudrais dire, si j'ai le temps, ça sera, je vais le marquer ici, ça sera les autres classes d'universalité, quelques exemples. Et les exemples, ça sera le bruit corrélé. Qu'est-ce qui se passe s'il y a de la corrélation dans le bruit? Et qu'est-ce qui se passe si les distributions sont larges? Donc heavy tail disorder. Dans ce cas-là, on peut sortir de la classe d'universalité KPZ. Bon. Alors, je vais aller assez rapidement sur le début, parce qu'en fait, Bernard a fait pas mal de tout ça. Donc, je vais commencer par écrire l'équation KPZ en dimension 1. Donc, je vais l'écrire dans les unités que j'aime bien, qui facilitent un peu la vie. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, on a h de x de t qui est le champ de hauteur. Et donc, je mets un facteur un peu bizarre ici, mais devant le bruit. Alors, en général, vous avez sans doute vu cette équation ici avec un coefficient nu. Ici, il y a un coefficient qui, en général, s'appelle lambda sur 2. Et puis, ici, il y a un coefficient racine de d. Mais on peut en fait rescaler, l'espace. Je vais écrire ici les unités. On peut choisir des unités particulières de façon à annuler ces coefficients. Donc je les écris ici. Est-ce que j'écris assez gros ou pas? Non? Ça va? Un peu plus gros? Bon, ok. Bon, ça, c'est pas de toute façon crucial. Je donne quand même. Et puis, une unité pour la champ de hauteur. Donc, si on utilise ces unités-là, on a cette équation en unité réduite, comme ça. Alors, le bruit, on va choisir, c'est un bruit blanc gaussien. Donc, alors je dénote les valeurs moyennes sur le désordre par des overbars, comme ça, contrairement à Bernard. Et la fonction de corrélation de ce bruit, en général, c'est donc, on choisit la limite. Ce qui nous intéresse, c'est la limite
du bruit blanc, mais on peut aussi, si on veut régulariser un peu les choses, mettre ici une fonction R de x moins x' à courte portée, éventuellement. Mais ce qui nous intéresse, c'est la limite du bruit blanc. Donc l'équation KPZ, une équation stochastique avec un bruit additif, et comme vous le savez, on peut passer à la stochastic heat equation. Alors dans ces unités, la relation est très simple. Z, c'est simplement l'exponentielle de h. Donc on définit ce qu'on appelle la fonction de partition Z de xt. Et donc là, c'est juste un changement de variable. Donc c'est la transformation de Kolopf, et ça map ça sur l'équation SHE, donc l'équation stochastic heat equation, qui est donc dTz égale d de xz plus racine de 2 eta. Donc je vais écrire ici xt, zxt. Et on choisit, les mathématiciens aiment bien choisir la prescription de Ito, donc ça veut dire que ce bruit en fait est un temps un peu après z ici. Et donc par conséquent, en fait, ça implique par exemple que si je moyenne cette équation, la valeur moyenne ici va être 0, puisque ça et ça sont décorrélés, et que le bruit est centré. Et par conséquent, la valeur moyenne de z, en fonction donc z de xt, va satisfaire simplement l'équation de la chaleur normale. Alors, on dénote z de xt y0, donc c'est une notation qui est la solution correspondant à une condition initiale qui serait une fonction delta au point y. Donc c'est le propagateur, si vous voulez, de cette équation. On peut rajouter parfois ici eta pour se souvenir que ça dépend explicitement évidemment du bruit. Et cette solution particulière admet une représentation en termes d'intégrale de chemin. Ça peut être vu comme la formule de Feynman-Cass, donc cette interprétation. Donc je pense que vous avez déjà vu ça, mais je vais réécrire ici. Donc on peut voir ça comme une somme sur des chemins. Donc si je vais de y à temps 0 à x à temps t, donc somme sur tous les chemins qui vont de y à l'instant 0 à x à l'instant t. Et donc c'est l'intégrale de Feynman habituelle, sauf qu'ici on est en temps imaginaire, si vous voulez. Donc je l'écris explicitement. Moins racine de 2 eta, et alors x de tau. Ok, donc ça c'est la représentation en termes de chemin dans le continu de la solution de l'équation de la chaleur stochastique. Mais on peut aussi voir ça, donc on peut refaire un petit dessin. On peut voir ça comme des chemins donc, dans le continu qui vont du point y au point x. Et je somme ici sur tous les chemins, donc ça c'est un facteur brownien, donc je somme sur tous les chemins. Je peux aussi voir ça comme des polymères avec ici une énergie élastique, donc ils ont envie d'être tout droits, verticaux ici, mais en fait il y a un petit prix à payer, énergie élastique pour les déformations. Et je peux faire la somme sur tous les chemins qui vont de x à y dans le continu. Et je dois me souvenir qu'il y a un potentiel aléatoire, donc je peux représenter des impuretés par exemple, qui vit donc état de xt dans cet espace de dimension donc 1 plus 1, dans dimension 1 plus 1. Et donc ça, c'est une représentation de la solution. Alors, je pense que Bernard vous a raconté que, mais je vais répéter ici éventuellement, que évidemment ça c'est un problème dans le continu, donc il y a éventuellement des questions de savoir comment on le définit, mais en tout cas, il y a une façon de retrouver le problème dans le continu, comme la limite de haute température du problème du polymère dirigé dont Bernard vous a parlé sur le réseau. Je ne vais pas donner de détails ici, c'était fait très en détail dans la thèse de Éric Brunet, à laquelle je renvoie, et puis on en a parlé aussi dans notre papier ici. Mais si vous prenez donc sur le réseau carré, si j'appelle XL et
TL, L c'est pour lattice, les coordonnées sur le réseau, comme Bernard les a définies. Alors, c'est facile, enfin, on peut voir que si j'appelle X, donc si la température est grande, il y a une échelle, si vous voulez, le polymère fluctue beaucoup et moyenne le désordre d'une certaine façon. Et il y a une échelle au-delà de laquelle il va commencer à sentir le désordre, et elle croît comme T à la puissance T au carré, en fait. Et donc, si je rescale X de cette façon-là, donc si je définis, au lieu de XL et TL, je définis X et T, de cette façon-là, eh bien, quand je prends T tend vers l'infini, et que je regarde la fonction de partition sur le réseau, avec cette correspondance, alors je vais diviser, en fait, je vais la normaliser par la valeur moyenne, parce qu'il y a, dans tous les cas, cette constante ici, V infinité, d'accord, que tout à l'heure, essentiellement, Bernard a calculé pour le modèle sur réseau. Donc si je normalise de cette façon-là, alors on peut montrer que ça tend vers la fonction de partition du continu. Donc c'est très pratique pour faire des simulations numériques. On va sur un réseau carré, on regarde la limite de haute température et on a les résultats dans le continu. Enfin, quand je dis c'est pratique, c'est pas évident en pratique en fait d'aller à des tailles suffisamment grandes, mais enfin, c'est comme ça qu'on peut au moins le faire. Alors, une fois qu'on a cette correspondance entre l'équation Kpz donc, et le polymère dans le continu, on peut se poser la question des conditions initiales. Donc, dans l'équation Kpz, on peut partir de différentes conditions initiales. Alors, il y a une formule qui est très sympathique, qui est la suivante, que je vais écrire, qui permet d'avoir le champ Kpz à un instant t en un point x si on connaît la fonction de partition du polymère. Okay, donc supposons qu'à l'instant initial, j'ai un champ de hauteur h dans l'équation Kpz. Je prends l'exponentielle de h, donc ça veut dire que je regarde z de y et de t. Donc ça, c'est ma condition initiale pour l'équation de la chaleur stochastique. Ensuite, j'applique l'équation de la chaleur stochastique. C'est une équation linéaire. Et donc, si je connais la solution pour une fonction delta comme condition initiale, et si maintenant je veux la solution pour une condition qui est une fonction arbitraire z de y, il suffit de multiplier par le propagateur. Donc, j'obtiens la solution avec cette condition initiale. C'est une équation linéaire, donc c'est facile. Et ensuite, je reprends le logarithme. Donc, j'ai écrit ça. Voilà, donc ça nous permet de faire maintenant le lien entre les conditions initiales pour Kpz et les conditions aux limites, si vous voulez, pour le problème du polymère. Alors prenons un exemple, prenons la condition initiale flat, donc je vais écrire ici Kpz, prenons la condition initiale plate, donc h à l'instant 0 qui vaut 0. Eh bien, vous voyez que si je mets 0 dans cette équation ici, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai z flat de xt, qui est simplement l'intégrale dy de z état xt y0. Donc ça se représente par quoi? Ça se représente par un polymère dirigé qui va du point x à l'instant t. Vous pouvez le voir comme allant de xt à 0, ou alors dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance en fait, à n'importe quel point sur cette ligne. D'accord? C'est la fonction de partition où le point ici y, il est intégré, donc ça veut dire qu'il est complètement libre. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle point to line, d'un point vers une ligne. Et ça correspond à la condition initiale plate. Alors, si je voulais maintenant une condition initiale qui soit point à point, avec deux points fixés pour le polymère dirigé, donc supposons maintenant que je voudrais tous les chemins qui vont de x à y. Alors, ça veut dire qu'il faut que je prenne
ici, donc, ça veut dire que je m'intéresse maintenant à zxt, y0. Hein, par définition, c'est justement le point-to-point. Hein. Et ça, vous voyez que ça revient à prendre une fonction delta, ici, en y égale 0. Alors, disons 0, 0, voilà. Prenons ce point 0, excusez-moi, je mets 0. Je veux tous les chemins qui vont de x à 0. Donc, ça revient à prendre, donc ça, c'est le point-to-point problème. Et ça revient à prendre une condition initiale qui soit une fonction delta pour l'équation de la chaleur en 0. Donc, et ça revient à regarder cette fonction de partition. Alors, une fonction delta pour, donc ça, c'est ce que je vais appeler z droplet. Alors, ça s'appelle la condition initiale droplet. Je vais revenir sur le nom tout de suite. Donc, à l'instant 0, c'est juste la fonction delta de x. Alors, delta de x, ce n'est pas très agréable de prendre le logarithme de delta de x pour avoir un champ de hauteur. Donc, ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on écrit que la condition initiale, ce n'est pas delta de x, mais c'est w sur 2 exponentielle moins w valeur absolue de x. Et vous voyez que quand w tend vers l'infini, je tends vers une fonction delta. Donc, on peut approximer la fonction delta par cette fonction. Et si je prends maintenant son logarithme, j'ai ce qu'on appelle le hard wedge. Donc maintenant, c'est la condition. Donc ça, c'était la première, flat. Maintenant, on a ce que j'appelle droplet. Mais en fait, plus précisément ici, c'est ce que j'appelle hard wedge. Donc si je trace maintenant h, fonction de x, la condition initiale elle-même, j'ai une espèce de wedge comme ça, tout cool. Et c'est ça ma condition initiale. Donc elle est très piquée, très pointue. Et ce qui va se passer, c'est qu'au premier moment de la croissance, ça va croître comme ça autour du point anguleux, et ça va faire très rapidement un profil courbé. Donc ça s'appelle aussi curved initial condition, donc curved background, si vous préférez. Et ça s'appelle aussi droplet parce que, en fait, si vous faites une expérience et vous partez vraiment, vous nucléez une phase dans une autre phase et vous avez vraiment une droplet, une gouttelette, en français, pardon, vous allez avoir ce résultat-là, en fait, à grand temps. La même chose que ça. OK, donc ça, c'était les conditions initiales. Alors, maintenant, on va passer à la mécanique quantique, que Bernard vous a rapidement introduit. Et on va faire ça un peu plus en détail. Donc, je vais rapidement... Donc, je vais m'intéresser au même objet que Bernard avait défini, qui est le produit des fonctions de partition. Alors, cette fois-ci, je vais mettre toutes les extrémités. Hein, x1, t, y1, 0. x2, t, y2, 0. Donc, je vais calculer des moments. Hein, c'est ça l'objectif, c'est calculer des moments de la fonction de partition. Et pour l'instant, je vais prendre les points arbitraires, les points de départ et d'arrivée arbitraires. Donc, il y en a un certain nombre, comme ça. xn, t, yn, 0. Et je vais moyenner, donc, sur le désordre. Je vais appeler cet objet-là grand Zn. Il dépend évidemment de tous les points, je n'écris pas explicitement. Et ce que Bernard vous a montré tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a une équation d'évolution pour cet objet, qui est que dt de cet objet Zn s'écrit comme un Hamiltonien, un opérateur différentiel, Hn, qui agit donc sur les points d'arrivée, les points x, x1, xn. Et cet opérateur, c'est le fameux Hamiltonien de Liebling-Neger. Donc je réécris ici. Donc ça, je ne refais pas, Bernard vous a fait. Donc ça décrit des particules quantiques avec une interaction attractive qui est une fonction delta. C'est une fonction delta parce qu'on a choisi un bruit qui était corrélé en delta. Si on avait choisi un bruit corrélé en R avec une fonction R de x ici, cette fonction apparaîtrait ici. Mais c'est un problème à deux corps, l'interaction attractive à deux corps, et en général, on met ici, on rajoute une constante C bar dans la littérature de Liebling-Neger, mais je la mettrai la plupart du temps égale à 1.
Donc si vous voyez cette constante apparaître, c'est la constante d'attraction. En général, je la mets à 1. OK, donc maintenant, on voudrait... OK, donc cet Hamiltonien, on va savoir en fait faire des choses avec. Et je voudrais exprimer maintenant les moments pour les différentes géométries en fonction de ce Hamiltonien. Donc, je vais écrire ici. Alors, la chose importante, c'est que, en fait, puisque Zn satisfait cette équation d'évolution, qui est, si vous voulez, une équation de Schrödinger, mais en temps imaginaire, il n'y a pas le i qui faisait peur à Bernard tout à l'heure. Et puisqu'on a ça, on peut en fait écrire que ce produit-là, c'est la valeur moyenne de l'opérateur d'évolution, donc exponentielle moins t hn, entre deux états. Donc ça, c'est maintenant, j'arrive à des notations de mécanique quantique. Donc l'état initial et l'état final. État initial et état final. Et alors, je vais vous montrer un exemple, peut-être ce sera plus facile. Donc, l'exemple, c'est, je vais prendre droplet initial condition pour KPZ. Et dans ce cas-là, on veut calculer les moments. Donc, on voudrait calculer ça. Le nème moment de la fonction de partition point-to-point pour le polymère dirigé, c'est-à-dire l'exponentielle de NH, où H est le champ KPZ pour la condition initiale droplet. Donc, cette formule me dit que c'est en fait l'opérateur d'évolution du modèle de Liebling-Neger entre des états où toutes les particules, toutes les répliques, les n particules, les n répliques sont au même point, 0. Et maintenant, je peux écrire que cet opérateur, donc là c'est de la mécanique quantique, j'écris que cet opérateur d'évolution, il s'écrit dans sa base propre de cette façon-là. Donc les mu ici, ce sont les états propres. Donc l'opérateur Hn, il va avoir comme eigenstates, comme vecteurs propres. Donc ça c'est les vecteurs propres, je vais noter comme ça, avec des valeurs propres E mu, donc qui sont les énergies, et les fonctions d'onde, psi tilde mu, et en mécanique quantique, dans la notation habituelle, ça s'écrit comme ça. Et là, c'est des fonctions propres normalisées. Bon, il se trouve que dans l'Ansatz de Bethe, on utilise souvent des fonctions propres non normalisées. On les normalise par la suite. Donc, quand je vais écrire psi mu, en fait, plus tard, ça sera pas forcément normalisé. Donc, il faudra que je divise par la norme de la fonction d'onde. OK, donc une fois que j'ai écrit ça, vous voyez qu'on peut réécrire ça comme une somme sur les états propres. Et cette équation, je peux la réécrire de façon totalement équivalente, avec la fonction d'onde explicitement. Donc je vais avoir besoin, si je veux calculer les moments comme ça, je vais avoir besoin des fonctions d'onde propres en 0, alors psi module carré, divisé par la norme, puisque j'ai dit qu'elles n'étaient pas normées, exponentielle moins t e mu. Donc pour calculer ces moments, je vais avoir besoin des valeurs propres de l'énergie, des fonctions propres, mais où toutes les particules sont en 0, en fait elles ont une expression très simple, et de la norme. Et ensuite, il faudra que je somme sur tous les états. Donc ça, c'est pour avoir le résultat pour les moments, pour cette condition initiale droplet. Si je veux avoir la condition initiale plate, à ce moment-là, d'après ce qu'on a vu ici, il faut que j'intègre sur les coordonnées y. Donc ce que je calcule, en fait, c'est cette chose-là. Donc je dois sommer sur tous les points
y, donc un point est fixe en 0, mais les autres points peuvent bouger. Et quand on fait ça, bon, ben, c'est le même calcul qu'ici, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en plus simplement une intégrale à faire, hein, puisque j'ai n répliques, maintenant c'est élevé à la puissance n, donc chaque réplique va avoir son intégrale. Et donc j'ai dy1, dyn. Alors l'état final, c'est toujours toutes les particules en 0, et il y a l'opérateur d'évolution, et ensuite l'état initial sur lequel on intègre. Et donc, une fois que j'ai ça, j'écris que c'est la somme sur mu. Donc j'ai encore psi mu en 0 sur la norme carrée. Et puis maintenant, j'ai l'intégrale des fonctions propres. Donc c'est la seule chose nouvelle que j'ai à calculer si je veux faire le plat par rapport au droplet. C'est l'intégrale des états propres sur l'espace. Alors, une remarque importante, c'est qu'avec les observables que j'ai mis là, enfin avec ces, vous voyez que ici toutes les particules sont au même point, donc c'est un état qui est complètement symétrique dans l'échange des particules. Et ça veut dire en fait, et pareil ici, hein, donc ça veut dire qu'en fait j'ai besoin pour faire ce calcul que des états qui sont symétriques de cet opérateur Hn, complètement symétriques dans l'échange, donc de bosons. Hein. C'est pour ça qu'on s'intéresse uniquement en fait au modèle de Liebling-Egger lui-même qui était résolu simplement pour des bosons, c'est-à-dire uniquement les fonctions complètement symétriques. Donc ensuite, l'idée, c'est qu'à partir de ces moments, on va remonter à la distribution de Z. Aïe, aïe. Bon. OK. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, Bernard vous a un petit peu raconté. On va introduire une fonction génératrice. En fait, c'est la transformée de Laplace de la fonction de partition. Donc cette fonction génératrice, donc à nouveau, hein, donc la hauteur en un point, donc APZ, qui va être, d'après Kolopf, le log de la fonction de partition du polymère, c'est une constante fois t, donc un terme qui croît linéairement, plus t1 tiers h tilde. Donc on va définir ça comme ça. Et on s'intéresse, pour l'équation KPZ, à la distribution de h tilde, qui est la variable rescalée qui, dans la limite t tend vers l'infini, va tendre vers une distribution. Bon, on sait maintenant que c'est Tracy-Widom, mais on voudrait montrer ça. Alors, on va définir donc une fonction génératrice. Donc, Bernard avait défini la transformée de Laplace. Les notations ne sont pas exactement les mêmes, mais de la distribution de Z. En fait, on va faire un choix pour le paramètre U de Laplace. On va choisir lui-même exponentielle de t1 tiers fois une variable que je vais appeler S, qui va être fixée maintenant. Et donc, je vais définir la fonction génératrice gt de S, donc, comme étant donc, cette transformée de Laplace avec ce paramètre un peu bizarre, donc moyenné sur la distribution du désordre, donc moyenné sur Z, distribution de Z. Alors, d'une part, cette transformée-là, on peut l'écrire, cette exponentielle, on peut la développer, et donc elle se calcule en principe. Elle se calcule comme une somme sur les moments. D'accord? Donc là, je développe l'exponentielle. Donc en principe, je vais me dire que si je connais les moments entiers, je peux calculer cette transformée de Laplace. D'une part. D'autre part, je peux réexaminer cette transformée de Laplace et je peux mettre cette équation dedans. Et je vois que c'est exponentielle. Donc Z, c'est l'exponentielle du champ de hauteur. Donc c'est une double exponentielle, en fait. H tilde moins S. Donc, et on moyenne tout ça. Alors, ça, c'est une fonction génératrice que Bernard a souvent utilisée pour résoudre pas mal de modèles. Et là aussi, c'est très utile. Si, par exemple, je sais calculer gt de S, ça va être le cas, en fait, mais quand je sais le calculer, et maintenant, supposons que je prenne la limite t tend vers l'infini de gt de S. Donc, vous voyez que dans cette limite, en fait, si h tilde est plus grand que S,
à cause de la double exponentielle, s'est tué très vite. D'accord? Donc, en fait, c'est simplement la même chose. Cette double exponentielle converge, en fait, vers une fonction de Heaviside qui me dit que H tilde doit être plus petit que S. Donc, c'est la valeur moyenne de ça. Et donc, ça veut dire que cette limite, c'est exactement la probabilité que H tilde plus petit que S. Okay. Donc, si je fais calculer cette fonction, je prends sa limite infinie et j'ai la distribution cumulative de probabilité de H tilde. OK, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Enfin, on ne va pas le montrer entièrement, mais on va en montrer une partie. On va, donc la chose, la propriété importante, c'est que cette fonction génératrice va tendre vers les distributions de Tracy-Widom. Donc, la propriété importante, c'est que, donc, résultat, enfin, on peut dire théorème maintenant, G de S, c'est en fait la fonction f de 2S. Si je prends les conditions initiales droplet, et cette fonction, alors maintenant je vais écrire ce que c'est qu'f de 2S. J'espère que Bernard vous a expliqué ce que c'est qu'un déterminant de Fredholm, parce que je n'aurai pas trop le temps de vous l'expliquer en détail. On l'a fait, tu l'as fait un peu? Oui. Donc la distribution de Tracy-Widom pour le GUE s'écrit comme un déterminant de Fredholm avec un noyau. Donc ça, c'est un opérateur qui agit sur l'espace de fonction. Et donc ça, c'est le noyau de Héry. Donc je vais l'écrire explicitement. Le noyau de Héry, c'est cette intégrale. Donc il est défini comme ça. Et le projecteur, ça c'est un projecteur PS de V. Il dit en fait que l'argument ici doit être plus grand que S. OK. Alors, ces déterminants de Fredholm peuvent se calculer numériquement très facilement. Jacopo en a calculé beaucoup ces derniers temps. Et en projetant sur un espace de dimension finie, donc faisant une troncation de ça, M. Bornemann a fait des méthodes très puissantes pour faire ces calculs numériquement, c'est très facile à calculer. Pour la condition initiale plate, il y a une formule analogue. Donc déjà, le théorème, c'est que ça tend vers la fonction pardon, f1 de S, donc, qui est GOE Tracy-Widom. Et GOE Tracy-Widom a aussi une formule. Il y a une formule compliquée qui est la première qui avait été trouvée par Tracy-Widom, et ensuite Spohn et Ferrari et Forrester ont simplifié cette formule, et il y a une formule déterminantale aussi qui s'écrit comme ça. Alors la variable S chapeau, ce n'est pas exactement la variable S. Pardon, donc en fait le théorème c'est ça, et S ici c'est en fait 2 moins 2 tiers S chapeau. Donc dans ce business, il y a toujours des facteurs 2 moins 2 tiers qui apparaissent. Ils sont difficiles à éviter, mais donc à un scaling près, enfin à ce facteur 2 moins 2 tiers près, c'est exactement la distribution de Tracy-Widom GOE. Et le kernel qui apparaît ici, c'est le kernel de GOE, donc il est encore plus simple, c'est juste Héry de V plus V'. Donc à nouveau, ces kernels agissent sur des fonctions, hein, on multiplie ça par une fonction f de V', on intègre sur V', ça donne l'action de l'opérateur B sur la fonction, et c'est dans ce sens-là qu'on prend, par exemple, les valeurs propres, produit des valeurs propres, c'est déterminants, etc. Donc les déterminants de Fredholm sont définis comme ça, et il y a d'autres façons d'ailleurs de les écrire, et je vais vous en montrer une dans une seconde. Donc, on va pas, alors dans le temps qui reste, je vais essayer de faire le calcul, non pas de tout le déterminant, ça prendra un peu plus de temps, mais simplement déjà de la tail. Alors, pourquoi c'est intéressant la queue de la distribution? Donc, la distribution de Tracy-Widom F2, on sait que la fonction d'Héry, donc le noyau est fait avec des fonctions d'Héry. On sait que les fonctions d'Héry décroissent rapidement à l'infini, à plus infini de cette façon-là. Et on s'attend donc à ce que quand S tend vers plus infini,
la distribution F2 de S décroît également de cette façon. Alors pourquoi? Eh bien parce que ici on a des fonctions d'Airy. Le projecteur fait que les arguments des fonctions d'Airy sont toujours évalués pour des V plus grands que S. Et donc ça va être petit à S grand. Et quand c'est petit, on peut faire l'expansion d'un déterminant en puissance de la trace. Alors, puissance des traces. Donc, je vous écris juste. Donc ça, c'est une façon aussi d'écrire un déterminant de Fredholm. On écrit ça comme l'exponentielle du log de déterminant. Donc K ici est un opérateur quelconque. Log de déterminant, ça serait écrit comme trace log. Et j'expand le logarithme de 1 moins K. Donc ça fait exponentielle de moins trace de K plus quelque chose qui est d'ordre trace de K carré que je ne vais pas écrire. Et je développe ça, et ça fait 1 moins trace de K plus grand taux de trace de K2 et trace de K carré, etc. Donc c'est une expansion en puissance, en trace de puissance de l'opérateur ou en puissance des traces de l'opérateur. Donc si l'opérateur est petit dans la région en question, donc qui est S grand, cette expansion converge, et c'est ce qui se passe. Et donc comme ça, on montre que F2, la dérivée de F2, donc la distribution de probabilité, comme il y a deux fonctions d'Airy dans le kernel, dans le noyau d'Airy, il y a deux fonctions d'Airy, on va voir en fait ça au carré, donc ça décroît comme 4 tiers puissance S3,5. Ok, alors je vais quand même, la chose que je vais arriver à vous démontrer si on a le temps, c'est qu'on peut au moins avoir ce premier terme à partir de l'état fondamental de Lanczos de Bethe. Alors, on va donc passer maintenant à Lanczos de Bethe. Alors, je ne vais pas vous refaire puisque Bernard a fait ça très bien, mais rapidement. Alors, l'état fondamental de Lanczos de Bethe, pour le modèle de Liebling-Heger, Lanczos de Bethe permet d'avoir une classification de tous les états propres. Et en particulier, l'état fondamental, il est très simple. Il a été beaucoup étudié par Meran-Kardar dans le contexte du polymère dirigé. Et il s'écrit de la façon suivante. Donc vous avez vu, Bernard vous a montré un état pour deux particules. L'état fondamental, en fait, l'état lié pour deux particules. En fait, l'état a n particules. Le fondamental du modèle de Liebling-Heger, il s'écrit, alors je m'excuse, je vais mettre un facteur devant. C'est juste une question d'habitude, mais il s'écrit comme... Alors, la constante C bar réapparaît ici. Il s'écrit simplement, c'est juste la généralisation très simple de l'état à deux particules que Bernard avait écrit. Alors, on peut vérifier que ça satisfait l'équation. J'avais préparé, mais c'est pas très long, mais je crois que là, vraiment, j'ai pas le temps. Et en fait, vous mettez ça dans... Bon, à cause de la valeur absolue qui est là, quand vous prenez deux dérivés par rapport au x, vous voyez sortir des fonctions delta. D'accord ? Et le reste, c'est juste de la combinatoire. Et ça vérifie effectivement l'équation. Ça vérifie hn de psi 0 égale moins c bar carré sur 12 n cube moins n psi 0. Donc ça, c'est l'énergie E0 de n de l'état lié. Bon, pour n égale 1, clairement, il n'y a pas d'état lié, donc elle doit s'annuler à n égale 1. Mais vous voyez qu'elle croît comme... donc c'est une énergie d'état lié, donc c'est négatif. Et ça croît comme n cube. Donc ça, c'est l'état lié où toutes les particules sont dans l'état lié. Alors, quelles sont les excitations? Qu'est-ce que donne Lanczos de Bethe pour les états excités? Donc si on fait la procédure que Bernard a expliquée. Donc, quelques mots sur les états excités. On ne va pas se servir de tous, mais je vais vous montrer. Donc, premièrement, l'état lié qui est là, on peut lui donner une impulsion. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose, qui est qu'on peut simplement écrire psi k de x1, xn. On prend l'état lié et le centre de masse, maintenant, on va avoir un certain moment k. OK ? Donc psi 0, c'est le même psi 0, et je multiplie simplement par ce facteur-là. Et là, l'énergie a changé un petit peu, bien entendu. L'énergie, maintenant, devient donc l'énergie E0 de n plus nk carré. OK. Donc ensuite, les autres états liés,
les autres états excités, consistent à prendre cet état lié, à le couper en morceaux, en plusieurs états. Alors, je pense que là, ce n'est pas la peine, je peux passer ça. Donc, on coupe l'état lié. Bound state, donc qui s'appelle aussi des strings. Et on met dans chaque bound state, on met un certain nombre mj de particules, et la somme, évidemment, doit être n. Et chacun de ces états liés a une impulsion qui est kj. Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit. Et ensuite, quand on veut vraiment faire le calcul complet de cette fonction génératrice et des moments, on doit évidemment sommer aussi sur ces états excités. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment on fait la somme juste sur le ground state, et déjà ça donne un résultat intéressant. Alors, faisons la somme sur le ground state. Donc, je vais le faire ici. Donc, je vais prendre la formule qui est là. Donc, cette formule ici. Et dans cette formule ici, donc je vais pas la réécrire, voilà, donc c'est celle-là. Donc, j'ai calcul pour à nouveau droplet initial condition. Je vais faire un droplet initial condition. Je calcule le nème moment en utilisant cette formule. Alors, je ne vais pas sommer sur tous les états, parce que ça c'est compliqué, mais ça peut se faire. Je vais juste sommer sur les états fondamentaux, plus cette excitation de moment K. Donc je vais sommer sur cet ensemble d'états. Entre cet état et les états suivants, il y a un gap en énergie. Donc dans la limite de temps tendant vers l'infini, si je veux calculer Zn à n fixé, t tend vers l'infini, ça va être dominé par ces états-là. Alors, il y a des questions sur ça, parce qu'il y a des non-commutations de limite, n tend vers 0, t tend vers l'infini, mais je ne vais pas faire de n tend vers 0. Je vais simplement prendre ces moments, Zn, et je vais regarder la contribution de l'état fondamental. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? J'ai besoin de savoir la valeur de la fonction non en 0. Bon, ça, c'est clairement factoriel n, parce que j'ai mis ce facteur devant, peu importe. La norme de la fonction, alors... Donc là, je vais vous écrire une petite formule ici dans un coin. Est-ce que je peux mettre ça ici peut-être? Donc ici, je vais mettre une formule auxiliaire qui permet de calculer cette norme. Donc il y a une formule qu'on peut démontrer, c'est un petit peu de combinatoire, mais qui est celle-ci. Bon, là, je mets une constante A quelconque. Donc, c'est l'intégrale sur tout l'espace, en fait, de ça, du fondamental, si vous voulez. Ça s'écrit Ln sur factoriel n-1, A puissance 1 moins n. Bon, c'est un peu de combinatoire, mais on peut démontrer ça. Le facteur L, c'est parce qu'une fois que j'intègre, je peux intégrer sur toutes les particules sauf une, et ensuite, il me reste encore le centre de masse. Le bound state peut être n'importe où, d'accord? Donc, il y a ce facteur L. Alors, à partir de là, à partir de cette formule, on peut trouver la norme. Alors, la norme, évidemment, c'est l'intégrale de la même intégrale ici, mais avec le carré de psi 0. Et pour la condition initiale plate, on peut aussi trouver l'intégrale de psi, simplement, par la même formule. Donc, cette formule, elle donne à la fois la norme et en même temps l'intégrale de la fonction non. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps de faire le flat. Donc faisons déjà ça. Et la norme, si je fais ce calcul, vous voyez qu'il y a toujours ce factoriel n. Et puis ensuite, il y a la formule que je vous ai donnée, n sur n-1 factoriel. Okay. Donc maintenant, je vais écrire la somme qui est là. Donc je vais l'écrire comme ça. Je vais dire que c'est Zn. Donc c'est alors la norme 1 sur la norme carrée, je vais le sortir. Ensuite, je dois intégrer sur tous les états, intégrer sur tous les cas. Alors l'intégration sur les moments, en fait, la somme sur mu, comme c'est une fois que les états sont liés, le centre de masse, lui, c'est comme une particule libre. La sommation, c'est comme d'habitude, c'est simplement L, l'intégrale de n dk sur 2pi.
Alors le facteur n, c'est simplement parce que ici, vous voyez que si je bouge chaque particule, enfin, je pourrais réécrire ça en fonction du centre de masse. Le centre de masse, c'est x1 plus xn sur n, donc il y aura un n qui sort ici. Donc j'ai cette intégrale que je dois écrire. Donc les facteurs L ont, ont le bon goût de se compenser, vous voyez. Donc dans la limite L, alors L c'est la taille du système, j'ai mis soit sur un anneau, soit certaines conditions, et je prends L à l'infini. Je veux résoudre le problème sur l'axe réel entier, enfin complet, pardon, et les facteurs L s'en vont dans la limite L infini. Et donc qu'est-ce qui me reste? Donc le carré de la fonction d'onde, c'est factoriel n carré. Ensuite, il y a ce facteur-là, donc c'est exponentielle moins t, donc nk de t, et puis ici j'ai 1/12 de n cube moins n, t, qui est l'énergie du fondamental. Donc je suis juste en train d'appliquer cette formule-là, avec un signe moins. D'accord? Donc ça c'est un terme qui croît avec n, de façon cubique. Donc ça c'est Zn. Et ce que je voudrais faire maintenant, donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne factoriel n sur n, intégrale dk sur 2pi, exponentielle moins nk de t, plus 1/12 de n cube t. Alors j'ai enlevé ce terme-là, parce que ce terme-là est proportionnel à n, et vous voyez que je peux redéfinir simplement z en lui rajoutant une partie proportionnelle à t. Donc en fait, ce terme-là, il va partir dans la définition de ce v infini ici, qui ne m'intéresse pas. D'accord? Je m'intéresse uniquement à ça. Donc j'enlève ce facteur n, et donc voilà ce que j'ai pour le énième moment. Bon, alors ça a l'air simple, mais on peut en fait maintenant essayer de calculer la fonction génératrice avec ça. Alors si je fais ce calcul, donc je voudrais calculer ma fonction génératrice, je vais écrire que c'est 1 plus la somme voilà. Alors vous voyez que là, je me heurte tout de suite à un problème, c'est qu'en fait, ça croît comme exponentielle de n cube, donc c'est pas très convergent comme somme. Et là, il y a un trick absolument infernal qui va vous montrer pourquoi il y a des fonctions d'Héry qui apparaissent. Le trick infernal, c'est qu'en fait, on peut réécrire ça, cette exponentielle, comme l'intégrale dy. Alors, je vais mettre des facteurs 2 tiers, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de les mettre. Héry de 2 tiers y exponentielle n t1 tiers y. Donc, quand j'ai... Bon, cette formule, je peux la réécrire ici si vous préférez. C'est une formule qui me dit qu'en fait, si j'ai un cube, alors vous savez, quand j'ai un carré, je peux écrire ça comme une intégrale gaussienne, c'est U bar Stratanovich qu'on utilise souvent. Et bien quand j'ai un cube, je peux faire la même chose avec la fonction d'Héry. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça peut être utile. Donc j'ai juste utilisé cette identité qui est valable pour W positif. Alors ça transforme la somme exponentielle n cube en une exponentielle n, donc une somme géométrique. Donc c'est beaucoup plus sympathique. Et ça permet en fait de refaire complètement la sommation de ce terme. Alors je vais essayer de le faire jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que ça me donne? Donc ça me donne cette intégrale. Bon, l'intérêt de ce calcul, c'est de faire apparaître quand même les éléments qui sont dans la Tracy-Widom, c'est-à-dire, en fait, il y a deux éléments dans cette formule. Il y a le noyau d'Héry, qui apparaît de façon quand même non triviale, et le fait que c'est un déterminant. Le fait que c'est un déterminant, ça viendra de la sommation sur les états excités. Ça, on ne peut pas le voir, mais on va au moins voir comment le noyau d'Héry apparaît. Et après, vous pourrez aller déjeuner. Donc je pense que j'arriverai jusqu'au bout de ça. Donc je réécris exactement la même formule. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette formule pour Zn. Je l'ai injectée dans la sommation ici qui définit la fonction génératrice. Et j'obtiens ça. Alors,
Donc là, on peut simplifier un peu les choses. Donc là, la chose simple, c'est de faire une transformation d'échelle sur k pour que dans l'exponentiel, il n'y ait que des t puissance 1 tiers. Donc je multiplie k par t moins 1 tiers. Ça va me donner, dans le jacobien ici, ça va me donner un nt 1 tiers en bas ici. Ce 1 sur nt 1 tiers, il est un peu gênant dans la somme. Enfin bon, il n'est pas très gênant, mais il est un peu gênant. Donc je vais l'écrire comme ça, intégrale dv exponentielle moins nt 1 tiers v. Donc j'introduis une variable auxiliaire qui en fait va être la variable du noyau d'Héry. Donc j'écris ça. Et ensuite, une fois que j'ai écrit ça, vous voyez qu'il n'y a que des termes en nt 1 tiers dans l'exponentiel. Y, S, V, K. Et en fait, je peux faire une translation de Y. Y donne Y plus S plus K2 plus V. Et j'arrive à la formule suivante. Alors, je vais l'écrire là. Donc, j'arrive maintenant à la formule suivante pour la fonction génératrice, qui est gt de s égale 1 plus intégrale dk sur 2pi y dv. Et puis donc j'ai 2 tiers. Donc j'ai fait ma translation, donc tout le monde est à l'intérieur. Et maintenant, la somme que j'ai à faire sur n, elle est très simple. C'est juste cette somme géométrique. Okay. Et cette somme géométrique, c'est simplement moins exponentielle t1 tiers y sur 1. Elle part de 1. Et donc, c'est moins 1 sur 1 plus exponentielle moins t1 tiers y. Alors ça ressemble furieusement à un facteur de Fermi, et en fait, c'est un facteur de Fermi. Alors, vous avez eu le séminaire peut-être par Satya Majumdar qui vous a expliqué le lien avec les fermions dans un potentiel. Je n'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais il se trouve qu'il y a une interprétation, effectivement, en termes de fermions à température finie, et donc, effectivement, une interprétation en termes de facteur de Fermi. Mais ici, peu importe. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va prendre limite maintenant t tend vers l'infini. Et vous voyez que quand t tend vers l'infini, bon, si y est positif, ça fait moins 1, sinon c'est 0, et donc ça tend vers moins la fonction de Heaviside, θ de y. Donc finalement, le résultat, c'est que g infini de S, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à l'infini dv, et ensuite j'ai cette intégrale de la fonction d'Héry, et là je vais encore sortir une autre identité de fonction d'Héry, qui est la suivante. En fait, on peut faire l'intégrale sur k. Donc k, je vous rappelle que c'était le moment de... Pardon, Ok, donc ça c'est une autre identité sur les fonctions d'Héry. Et elle arrive à point parce qu'elle permet d'écrire ça de façon plus simple, sous la forme, donc, intégrale dy de Héry de y plus s plus v au carré. Ce carré, c'est celui qui va apparaître dans le noyau d'Héry. Alors en fait, ça, on peut reconnaître que c'est... Alors, ça, c'est la contribution uniquement du fondamental. Hein. Évidemment, il y a après les états excités ici. Mais on reconnaît en fait que ça, c'est exactement le développement que je vous ai fait ici, c'est-à-dire c'est 1 moins trace de k, où k, c'est le kernel d'Héry. Donc ça, c'est exactement le premier terme, en fait. Donc je peux réécrire ça comme trace de PS, K-Héry, PS. Alors pourquoi c'est ça? Bon, ben, si j'ai cet objet-là, en fait, il s'écrit comme l'intégrale. Donc à cause des projecteurs, donc c'est une trace, hein, donc c'est l'intégrale dv de K-Héry de VV
Donc d'accord, c'est une trace, mais la trace, il y a un projecteur dedans, donc l'intégrale va de S à l'infini. Okay, et ça, vous pouvez vérifier, c'est exactement la même chose que ça. Hein, avec la définition que j'ai donnée là-bas du noyau d'Héry, qui est écrit sur le tableau, quelque part. Oui, d'accord. Voilà, donc là, on a trouvé le premier terme, et en fait, il se trouve... Jacopo s'est amusé à faire le plot de ça, parce qu'on en a eu besoin pour un problème qu'on a résolu après à 2 temps, KPZ à 2 temps. Et en fait, si on fait... Alors, je n'ai pas fait transparent, mais si on fait le plot de la... Ça, c'est la distribution de Tracy-Widom. Cette approximation-là, simplement, non seulement, évidemment, comme je vous ai dit, elle contient le fait qu'à grand S, ça décroît en 4 tiers de S3,5, mais elle est en fait une très bonne approximation de la distribution. Pardon, elle a une moyenne négative, donc elle est plus comme ça. Et là, elle décroît plus rapidement, elle décroît en exponentielle moins S cube, et exponentielle moins S3,5 de ce côté-là. Donc là, je trace F2' de S. Et en fait, cette approximation donne essentiellement un truc indiscernable ici, pratiquement jusqu'ici. Donc c'est une très bonne approximation de la telle de Tracy-Widom. Alors, je voulais faire plus, mais je crois que je vais m'arrêter là. Donc on peut faire le même exercice pour le cas plat, pour la condition initiale plate. Et on trouve aussi le premier terme dans l'expansion, dans le développement de ce déterminant avec ce noyau-là. Voilà, je vais m'arrêter là.